Quelles sont les mesures qui accompagneront la reprise de cours en pleine crise sanitaire? Quels sont les défis à relever par le gouvernement Lukonde? Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Rodrigue Ramazani du Parti En Vol et Jean-Claude Kitebi de la Fondation Pierre Kangoudiambaye. Donc, pièce contre pièce, acte 9. Bienvenue à tous. Rodrigue Ramazani, très heureux de vous recevoir pour la toute première fois dans Pièce contre Pièce. Merci John pour l'invitation. Je tiens aussi à saluer tout le nombre de téléspectateurs de cette émission et de votre chaîne qui nous suivent à cet instant, mais aussi à mon co-débatteur. Et je pense que les échanges qu'on aura ici, ça permettra à la République de pouvoir mieux s'orienter. Merci beaucoup. En face de vous, très heureux de recevoir aussi pour la toute première fois Jean-Claude Kitebi. Merci d'être là. Merci John, merci également pour l'invitation. Je profite de votre micro pour saluer nombreux de ces téléspectateurs qui sont attachés à cette émission. Je crois qu'ensemble avec Rodrigue Ramazani, les analyses que nous allons faire vont devoir permettre de contribuer de manière positive à l'émergence d'un Congo nouveau. De contribuer de manière positive à l'émergence d'un Congo nouveau, ça c'est bien dit. Mais d'abord, un fait insolite. Vous êtes un jeune leader des Bandalungwa. La semaine dernière, on nous a appris que un monolithe sorti des terres, sorti de nulle part, voulais-je dire, qui nous l'apprend, c'est le numéro 1 de cette commune, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, en tant qu'un jeune leader des Bandalungwa. Comment avez-vous perçu ou appris cette nouvelle? Oui, la nouvelle est tombée dans mon téléphone, évidemment comme plusieurs... Dans les réseaux sociaux? Dans les réseaux sociaux. Je l'ai vu, vite il fallait sortir pour aller répondre aux devoirs professionnels. Et après, j'ai suivi, comme tout le monde, les déclarations du bourgmestre ainsi que de son équipe qui ont parlé d'une histoire mystérieuse qui aurait apparu dans d'un monolithe mystérieux. Oui, mystérieux. À l'instar d'autres villes occidentales du monde. Évidemment, il s'agissait de la voix de l'autorité municipale. Oui, on l'a facilement cru. Et la population de Bandalungwa a cru, et la population congolaise, parce que cette histoire ne touche pas seulement la population de ma commune, encore moins de ma district Funa, mais tous les Congos. Tout le monde, j'ai reçu des appels qui venaient même de l'extérieur du pays, sachant que je suis un des Dalois. Pour à un moment, on a écrit un fake news. Un moment. Mais lorsqu'on a vu le bourgmestre, on a dit c'est sérieux. Tout le monde a cru à cette histoire. Mais ce qui est à décrier, c'est l'irresponsabilité de l'autorité municipale. J'insiste. Les responsabilités de l'autorité municipale. Il ne pouvait pas, lui, étant que... En fait, ce n'est pas un ouvrage mystérieux? Non, c'est pas un ouvrage mystérieux. C'est quelque chose qui a été placé par la volonté de la commune. Des hommes? Par la volonté des hommes, je parle bien de la commune. La commune étant quantité... Mais pourquoi avoir joué à ces jeux-là? C'est pas quand même sérieux. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. C'est ça que j'étais en train de dire, que ce n'est pas sérieux et c'est irresponsable. Il ne pouvait pas, lui, en tant qu'autorité municipale, s'engager sur ce terrain des mensonges, mentir à ses administrés, le berner, croire comme si nous, du Bandalungwa, nous n'avions pas la tête sur nos épaules. Cela frôlait l'insulte, parce que cela sortait de la bouche de l'autorité et tous on a cru que c'était mystérieux. Ouais. Vous imaginez qu'il y avait des enfants, il y avait nos parents qui ont cru à cette histoire. L'engouement qu'il y a eu à cet endroit, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, personnellement, j'ai reçu des appels de l'extérieur. Mais c'est après plusieurs vérifications, que les habitants des Bandalungwa constateront que ça n'avait rien de mystérieux. C'est une histoire montée de toutes pièces par le responsable de notre commune. C'est ce que je suis en train de fustiger et de dire qu'il ne faut pas continuer sur cet élan. Et j'ose croire, moi étant qu'un des jeunes leaders de Bandalungwa, comme vous venez de le dire, nous allons prendre nos responsabilités pour que l'autorité
l'autorité communale lui-même soit saisie de notre désapprobation. Mais déjà, la population s'est occupée de ces monolithes. Ben oui, évidemment, Oui. parce que autour de cette machination, autour de cette fourberie. création Oui. supercherie, la population, après avoir compris que c'était de l'insulte à son égard, a décidé de s'en charger de cette œuvre. Je dis ceci, l'idée de rendre la commune attractive, elle est bonne. Mais venir mentir à toute une population, c'est l'insulter. C'est inacceptable. C'est pourquoi, à un moment donné, il faudrait que le Ndalois puisse avoir un bourgmestre qui connaît suffisamment leur commune, au lieu de nous faire parachuter Les administrés doivent carrément élire leur bourgmestre conformément à la loi sur les entités décentralisées. Et à la loi électorale. Moi, je crois qu'à un moment donné, nos autorités doivent arrêter de nous prendre comme des idiots. C'est inacceptable. C'est vrai que le mot que j'utilise est assez choquant, mais je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire, parce que comme moi je constate, au moment où je constate que ma population n'est pas respectée, je n'ai pas d'autre qualificatif que ce que je viens d'employer. Jean-Claude Kitebi, un vrai Quinois, vous habitez la ville de Kinshasa, vous l'avez aussi appris, n'est-ce pas? D'abord dans les réseaux sociaux, et après les bourgmestres confirment, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un ouvrage comme ça, on s'est réveillé un bon matin, c'était du côté du Bakayao. Un monolithe. On nous dit que c'est sorti de nulle part. Et après, on nous apprend que c'était juste une supercherie. Moi, j'ai qualifié ça d'une blague de très mauvais goût. Comment l'avez-vous apprécié? Merci, John, pour la question. Je crois que Rodrigue Ramazani, en tant que natif de Bandal, en tant que jeune leader de Bandalungwa, a bien élucidé les choses. Donc, je n'ai pas assez de commentaires tout à fait particuliers à émettre sur ces sujets, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, bien entendu. Ça me rappelle au fait dans les années 85-90, si j'ai encore bonne mémoire, une sorte de météorite était tombée dans le district de la Tchangou, n'est-ce pas? Et je suis spécialiste des sciences de la Terre, je sais ce que ça signifie, mais ça a attiré l'attention de tout le monde. Et on a beaucoup commenté. Exactement. Mais dans le cas d'espèce, en ce qui concerne ce monolithe, qui avait des allures tout à fait mystérieuses, est un sujet vraiment qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, dans la mesure où j'ai suivi les reportages dans certains médias de la place, où il y a des jeunes hommes, des jeunes qui ont démontré qu'au fait, ils ont vu des personnes, au fait, la nuit, en train de poser cette affaire-là. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas quelque chose... C'est l'irresponsabilité du bourgmestre qui intrigue. Vous savez, l'irresponsabilité, non seulement du bourgmestre de Bandalungwa, mais des autres bourgmestres, ne peut pas seulement être définie par rapport à ce genre de faits. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de matières qui font l'objet des gestions de nos communes qui nous démontrent la suffisance que nos communes ne sont pas gérées. N'est-ce pas? Les bourgmestres, de manière tout à fait générale, se comportent comme si leurs entités étaient des entités autonomes, permettez-moi la tautologie. Alors qu'aujourd'hui, on rend responsable de la mauvaise gestion. Hier, on a rendu Kimbuta comme responsable de la mauvaise gestion de la ville, alors que c'est une gestion décentralisée. Okay? Le gouverneur de la ville ne gère pas seul, il gère en collaboration avec le bourgmestre. Mais quelle est la contribution des bourgmestres des 24 communes dans la gestion efficiente de la ville de Kinshasa? C'est nul. Aujourd'hui, vous allez prendre un document comme une attestation de naissance. Ça vous prend combien de temps? La gestion de la ville et la gestion des communes n'est même pas informatisée. Si vous voulez retrouver un document qui date d'il y a 10 ans, la traçabilité n'est pas faite. La mise à jour n'est pas faite. Vous aurez affaire à toute une pile de dossiers mal entassés. Mal entassés avec des poussières, au risque d'attraper même certaines maladies, respiratoires bien entendu. S'agissant de ces faits, Audrey l'a bien élucidé, donc je ne peux pas faire beaucoup de commentaires. Mais quand une autorité municipale prend la responsabilité de dire devant les micros que cet effet est solide, oui, mais c'est une affaire mystérieuse. Ouais, il l'a confirmé. Avec un air badin. Justement. Ouais. Et après quelques temps,
la population se rend compte que finalement, ce sont des Petites bêtises. blagues, ouais. Et la population a pris la responsabilité de s'en charger Mais à par un moment, rapport à je cette me suis affaire-là. dit, nous sommes les 1er avril. Non, parce que j'ai cru à un poisson Nous d'avril. ne sommes pas le 1er avril, Oui. malheureusement. Malheureusement. Voyez-vous, même Oui. si nous devrions être le 1er avril, mais il y a des blagues, des mauvais goûts qu'on ne peut pas faire. Il y a des limites aussi. Justement, Ouais. on risque de désorienter toute une population. Voilà, donc par rapport à ça, Rodrigue l'a dit, c'est vrai, il existe des méthodes pour rendre la ville, nos communes attractives, attrayantes, n'est-ce pas? Oui. Par des constructions, des belles images. Mais on n'est pas obligé de passer, n'est-ce pas, par cette procédure, par cette méthode-là, n'est-ce pas, aux allures peut-être de rendre la population, je ne sais pas, en cherchant peut-être à mieux faire, la population se désemparer. Ouais. Voilà un peu ce que je peux dire de manière rapide par rapport à ces situations de maintenant. Merci beaucoup. Donc, c'était vraiment une blague de très mauvais goût. De très mauvais goût. Rassurez-vous, rassurez-vous. Il ne s'agit pas des extraterrestres, c'est bel et bien des humains comme vous et moi qui l'ont placé la nuit. Alors, Rodi Ramazani, ce matin, nos enfants, nos jeunes frères et sœurs ont repris le chemin de l'école, le chemin des études. Après des mois passés à la maison, à ne rien faire. Du coup, on se demande, fini la Covid-19, et si les enfants étaient restés à la maison, c'était une série de mesures, notamment les couvre-feux. Alors que maintenant, nos enfants reprennent les chemins de l'école, nous estimons aussi que les couvre-feux aussi perdent tout son sens. Qu'en pensez-vous? Vous savez, sur cette question de la rentrée, d'ailleurs que je salue, la décision de la reprise de cours, telle qu'elle est décidée par les autorités de la République, c'est quelque chose de... Ce matin, on a même revu les blés blancs. On a revu le blé blanc. Oui. Ça faisait un bon moment que nos frères, nos enfants sont à la maison. Il était temps qu'ils reprennent les chemins de l'école. Ça, c'est quelque chose de positif qu'il faut saluer. Mais il faut aussi souligner l'incohérence dans cette politique de la lutte contre le COVID-19, contre la COVID-19. Après, ça change très souvent. La COVID-19. Des fois, on dit aussi les Covid. Bon, on s'en passe. On s'en passe. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Cette incohérence, quand même, était inquiétante. À un moment, on demande aux enfants de rester à la maison pour question de respect des gestes barrières en vue de freiner la propagation de cette pandémie. Couvre-feu à partir des 21h. Et après, couvre-feu à partir de 21h. Mais qu'est-ce que l'on remarque de l'autre côté? Les églises étaient ouvertes, pas de gestes barrières respectés. Nos marchés. On a continué à vivre comme nos bars. Nos bars, terrasses. Et il n'y a pas longtemps, on a même vu des arrestations au Pullman Hotel, où on a vu des autorités. Même chez vous à Bandalungwa. Les autorités de la République. Des pistolets scellés. Et d'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, au lieu que l'autorité municipale de Bandalungwa s'attarde à monter des histoires de toutes pièces, il peut s'occuper de vraies questions qui concernent la commune, notamment la nuisance sonore, le non-respect des gestes barrières dans les différents établissements de la place. Je crois que ce sont de petites questions auxquelles il pouvait s'y atteler pour mettre en valeur sa politique. Mais malheureusement, il a préféré faire cette blague de mauvais goût. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les enfants ce matin sont rentrés à l'école, mais la grande inquiétude reste. Là, on parle encore de la deuxième vague. Il peut y avoir, je ne souhaite pas, il peut y avoir une troisième vague. Est-ce que nos enfants... Oui, maintenant il y a des variants. Variants britanniques, variants sud-africains. Maintenant, il y a des variants. Maintenant, est-ce qu'après, nos enfants seront encore obligés de rentrer à la maison parce que l'État n'arrive pas à mettre en place des politiques efficaces pouvant permettre à nos enfants de rester à l'école? Ailleurs, le gouvernement se sont battus pour que les enfants ne restent à la maison, mais qui suivent le cours. Mais ici, tous les mécanismes mis en place n'ont pas abouti et on a constaté cette année les résultats des examens d'État suite à ces problèmes de coronavirus. C'était la qualité des études des élèves qui ont reçu ces diplômes reste évidemment une question de polémique. Maintenant, le plus grand défi
de notre gouvernement aujourd'hui, je pense... Le gouvernement Sama Lukonde. Le gouvernement Sama Lukonde qui arrive, il faut mettre en place une politique pouvant permettre à nos enfants de rester à l'école, de continuer à être enseignés. En dépit du Covid. En dépit du Covid, parce que c'est une maladie, à mon sens, il faut apprendre à vivre avec. Gouvernement restant une prévision, gouverner, c'est prévoir, comme on dit. Il faut prévoir des mécanismes politiques pouvant permettre à nos enfants de rester à la maison pour ne pas ainsi toucher à la qualité de l'enseignement. Il ne s'agit pas seulement de l'école, il s'agit de l'avenir de toute une république. Les enfants à la maison, c'est les enfants qui ne suivent pas plus l'instruction comme il se doit, et avec tous ces problèmes de la gratuité, les enseignants qui ne sont pas payés, moi personnellement, je crains que la qualité de l'enseignement soit entamée, parce que de toutes les façons, nous sommes déjà dedans. La qualité de l'enseignement aujourd'hui pose problème, suite déjà au problème du coronavirus. Si encore les écoles privées sont obligées de rester à l'école, alors que de l'autre côté, nous pouvons croire à la régularité de l'enseignement, cela pose problème. Donc, ma recommandation est celle de demander à l'autorité ou encore au gouvernement qui va arriver de mettre un accent particulier sur de nouveaux mécanismes de programme de l'enseignement, l'adapter à la situation sanitaire actuelle pour que nos enfants restent à l'école et ne rentrent plus à la maison. Les cours ont repris, mais pendant ces temps, les couvre-feux persistent. Incohérence? Une fois de plus, c'est un problème. Je le dis au début, qu'il y a eu un problème d'incohérence dans la conduite de cette politique sanitaire. Et c'est depuis la première vague, ce n'est pas seulement pour la deuxième vague. Il y a eu un problème de cohérence, il y a un problème de manque de rigueur dans la conduite de cette politique. Oui, couvre-feu. Je peux vous garantir que le quinoa circule calmement. Je ne sais pas parler du coco parce que je n'ai pas fait des va-et-vient dans la province pour savoir ce qui se passe exactement. Bien qu'on ait informé, je préfère parler de ma réalité. Les quinois circulent jusqu'à minuit sans problème. Les terrasses, nous voyons que les terrasses, bars, boîtes de nuit continuent à fonctionner au su et au vu de la police. Sur cet angle-là, nous constatons qu'il y a un manque de rigueur dans la conduite de cette politique sanitaire qu'il faut recadrer. Ou peut-être que les Quinois se sont lassés et il y a une sorte de relâchement. Relâchement, et de la part de l'autorité et des relâchement parce que l'État, parce qu'il s'agit d'une politique étatique, l'État lui-même est dépassé. L'État est dépassé, l'État n'arrive plus à encadrer sa propre politique et aujourd'hui, la question de la sécurité sanitaire est dans la rue. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut revenir dans la cohérence et dans la rigueur, dans la conduite de cette politique sanitaire. Ce n'est pas une indiscrétion de ma part si je disais que vous œuvrez dans ces secteurs de l'enseignement, de l'éducation. Vous avez repris ce matin les chemins des études, les chemins de nos universités, de nos écoles. C'est très bien, mais pendant ces temps, la mesure du couvre-feu, qu'il faut le dire, continue à ténailler les Congolais en général et les Quinois en particulier. Voyez-vous une sorte d'incohérence? Et qu'est-ce qui a milité à ce que les études reprennent? John, merci beaucoup pour la question. Je crois qu'il vous souviendra lors de la première vague de cette pandémie plutôt, qui a décimé des populations entières de par le monde en général et en Afrique en particulier. J'ai eu le privilège de faire toute une série d'émissions avec vous. Oui. Et il vous souviendra même que Kin 24 s'est déplacé avec toute une équipe pour venir nous chercher dans la commune de Lemba pour apporter en pleine crise de la première vague de la pandémie à coronavirus. Oui, Rodrigue a bien parlé de l'incohérence. Et moi, je pense que dans cette deuxième vague de la pandémie à coronavirus, la fermeture des écoles était parmi les décisions prises de manière collective. On dit on instaure le couvre-feu, les écoles sont fermées, voyez-vous. Oui. Mais dans la reprise des activités, ça s'est fait de manière sectorielle. Aujourd'hui, ce sont les enfants, oui, les étudiants et les universités qui vont reprendre les chemins. Qui ont repris, disons, oui, le chemin de l'école et les chemins des universités. Pendant ce moment, le couvre-feu reste maintenu, le couvre-feu reste en vigueur. Incohérence? Bon, je ne me gênerai pas de dire incohérence dans la mesure où
l'autorité des tutelles ne nous a pas opposé un avis contraire, n'est-ce pas? Par le simple fait de nous expliquer, voilà, par rapport à tel paramètre, n'est-ce pas? Nous priorisons d'abord la reprise des activités scolaires ou universitaires et académiques, n'est-ce pas? Évidemment, le couvre-feu peut être considéré dans une certaine mesure comme une matière qui relève de la sécurité et que la sécurité ne peut pas être, ou les informations relatives à la sécurité ne peuvent être justement mises à nu au grand jour. Voyez-vous, donc ça c'est une question qui peut être rencontrée par les autorités ayant en charge la gestion de la sécurité au quotidien de notre pays et dans la ville de Kinshasa en particulier. Mais là où je voudrais insister, c'est le fait que sur le plan international, l'organisation en charge de la gestion de l'éducation, c'est l'UNESCO. Ok? Et il y a eu un communiqué où l'UNESCO a dit la fermeture des écoles devait être la dernière décision à prendre au cas où, n'est-ce pas, la pandémie atteignait, n'est-ce pas, son paroxysme, où la vitesse de contamination, n'est-ce pas, croissait de manière tout à fait exponentielle. Vertigineuse. Vous comprenez un peu? Chose qui n'a pas été constatée chez nous. Évidemment, il y a aussi un déficit communicationnel dans la gestion de la pandémie comparativement à la première vague. John, je fais des émissions avec vous, où nous avons constaté, n'est-ce pas, qu'il y avait des points de presse qui se tenaient de manière tout à fait régulière par l'équipe de la riposte. Ils nous faisaient des communications à temps réel. Aujourd'hui, c'est pratiquement Top Congo. Je ne sais pas, peut-être il y a eu un partenariat entre l'équipe de la riposte et la radio Top Ça Congo. ne devait pas être l'affaire du Top Congo. Justement, c'est Top Congo qui chaque matin nous donne des statistiques sur le plan international, sur le plan mondial, sur le plan africain, même dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, il y a ce déficit communicationnel-là. On ne sait pas à quel niveau nous sommes en train de gérer aujourd'hui cette deuxième vague de la pandémie à coronavirus. John, c'est vrai, on nous dit qu'il faut observer les gestes barrières. Le plus grand geste barrière qui est en vigueur, respecté scrupuleusement, c'est le couvre-feu. Lequel couvre-feu aujourd'hui n'est respecté que par les véhicules. Le passant, non, il traverse comment on appelle ça, le barrière, les checkpoints, paisiblement. Nos amis qui roulent avec les motos passent facilement. Je vous dis. C'est l'affaire des véhicules. Justement, mais cher ami. Les piétons, c'est pas leur affaire. En tout cas, les piétons, c'est pas leur affaire. Évidemment, comme je disais, l'observance est faite dans le sens de respecter, n'est-ce pas, les gestes barrières, mais le plus grand geste barrière, c'est le couvre-feu. Cher ami, j'étais à l'aéroport international d'Injil. Tout récemment. Tout récemment. Il y a moins de 2 semaines. Je suis allé accueillir un des membres de famille qui est arrivé des États-Unis. Ok, il est arrivé par SN. L'avion a atterri aux alentours de 23h30. Le temps de faire des formalités, le temps de passer dans les différents tests Covid, minuit passé. Et le gars a fait le test. Il n'avait pas un numéro de téléphone, du monde de Kinshasa, parce qu'il vient d'arriver. Mais il a remis à l'équipe, n'est-ce pas, son adresse email. On lui a dit que vous recevrez les résultats 48 heures après. Je vous dis, John, je mets mon doigt à couper. 2 semaines après. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons checké le mail plusieurs fois et le dernier c'était hier. Rien. Il n'a jamais reçu un feedback de l'équipe de riposte. Imaginez-vous si ce monsieur était malade. N'est-ce pas? Combien de personnes, je dis c'est au sein de ma famille. Combien de personnes seraient contaminées? Donc il y a aussi une certaine légèreté. Il n'est pas enfermé chez vous, hein? Il circule déjà. Non, bon, en fait, quand il est arrivé, il est logé quelque part. Non, mais il circule dans la ville. Au moins, oui, mais il circule de la ville. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a atteint les résultats. Bon, comme il n'a pas développé des signes, il n'a pas développé, il n'a pas fait de crise, on suppose qu'il serait en bonne santé. Voyez-vous, ce sont des petites choses qu'il faut gérer avec beaucoup de responsabilités. Il y a des pays africains ici, John. Vous ne me démontrerez pas que Kinshasa est en déficit, n'est-ce pas, disons, des infrastructures hôtelières. Voyez-vous, pas du tout. Mais justement, et ailleurs, par exemple, je n'aime pas trop prendre l'exemple de ces pays, mais je suis obligé. Vous l'avez cité, heureusement, vous m'avez aidé. Vous voyez, vous m'avez aidé. Il y a des voyageurs qui arrivent à l'aéroport ou aux différentes frontières.
ils sont directement localisés vers les différents hôtels, au lieu de s'éparpiller dans la ville. Voyez-vous, si on impose les tests Covid de voyageurs en provenance des pays africains, en provenance de l'Europe, à combien plus forte raison, n'est-ce pas? Nous assistons aujourd'hui à des véhicules qui proviennent du Congo central, du Bandundu, n'est-ce pas? Des bus avec des voyageurs à l'intérieur. Aucun test à l'entrée. Donc beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, John. Donc aujourd'hui maintenant, s'agissant, je vais chuter par là, oui. S'agissant de la reprise des activités, n'est-ce pas? Oui, scolaire, académique. Je n'en disconviens pas. Le président de la République, chef de l'État, le Congolais numéro 1, a eu une séance de travail avec l'équipe de la riposte. Certainement à l'issue, n'est-ce pas, de ces échanges, que cette décision relative à la reprise a été prise. Maintenant, c'est une décision qui est prise pour la reprise, mais ça doit être accompagné sur le terrain par le respect des gestes barrières, par l'attribution ou la dotation, n'est-ce pas, au niveau des universités, dans les écoles. Et par le maintien du couvre-feu. Justement, bon, un instant, ouais. je vais terminer par là, par la dotation des dispositifs de lavage à main, des thermoflash, n'est-ce pas, pour que nos écoles qui reçoivent nos enfants soient en mesure, n'est-ce pas, de tester, ne serait-ce que de contrôler et de contenir cette pandémie-là. Et par rapport au couvre-feu, comme je disais, c'est une mesure qui a été prise par les autorités. Peut-être c'est à elles de s'expliquer pourquoi jusqu'à preuve du contraire, ce couvre-feu n'est pas encore levé, parce que ça date du 18 décembre. Voyez-vous, ouais. Alors qu'au niveau des universités, par exemple, je prends l'IEC, il y a 2 vacations. Voyez-vous, il y a des gens, vacations soir et vacations jour. Et la vacation soir, c'est jusqu'à 20h. C'est jusqu'à 20h, 20h30. Et tous les étudiants de vacations soir ne sont pas véhiculés. Même s'ils étaient véhiculés, ils seraient bloqués dans les checkpoints. Voyez-vous, quels sont les mécanismes qui sont pris, n'est-ce pas, qui sont pris plutôt en termes de gestion, n'est-ce pas, de cette pandémie après la reprise des activités, n'est-ce pas, pour les gens, par exemple, qui font l'IEC ce soir. Ils sont nombreux. Il y a ceux qui habitent Tchango, par exemple, il doit quitter l'IEC à 20h, 20h30, il est piéton. Beaucoup reste à faire. Voilà, beaucoup reste à faire. Merci beaucoup, Jean-Claude Kitebi. Il s'appelle Samalukonde Kienge. Jean-Michel. C'est le tout nouveau chef du gouvernement congolais, les successeurs tant entendus de Ilunkamba Ilunga, Rodi Ramazani, 43 ans. Estimez-vous que l'homme a les épaules assez larges pour supporter le poids de la primature? Et d'ici là, nous attendons tous son gouvernement, la formation de ses gouvernements. Mais quel doit être le profil? D'abord, les formats, d'après vous, de ces gouvernements, les profils de ces animateurs. Au même titre que le président national de mon parti, l'honorable Sessanga, et mon parti, nous avions... Il s'est récité parmi les ministres. Nous allons y arriver. Nous saluons la nomination de l'actuel Premier ministre. Et nous, personnellement, nous estimons que c'est une personne qui a de l'expérience. On ne dira pas que Samalukonde n'a pas de l'expérience en termes de gestion de la chose publique, parce qu'il fut ministre de Sport, il fut DG à la GECAMIN, député national. Ouais. Moi, je crois qu'au regard des enjeux actuels qui est focalisé plus au regard du débat politique depuis l'arrivée de 13 personnalités, qui est focalisé sur la question de réforme institutionnelle et de réforme électorale, Samalukonde, à notre avis, nous estimons qu'il a le moyen de cette politique-là, comme vous venez de le dire. Déjà. Il a les épaules pour conduire cette grande politique de la nation que nous attendons tous, amener le pays vers des réformes. Et nous estimons qu'aujourd'hui, le Premier ministre doit centrer sa politique de manière prioritaire sur des questions de réforme. Pourquoi nous le disons? Parce que lorsque vous regardez la République démocratique du Congo aujourd'hui, plusieurs secteurs sont prioritaires. Il n'y a aucun secteur... Tout est prioritaire. Tout est prioritaire au Congo. Il n'y a aucun secteur où on vous dira que ce n'est pas une priorité. Le secteur de l'infrastructure est une priorité. Aujourd'hui, avec le coronavirus, secteur sanitaire et éducation. Avec la gratuité de l'enseignement, la manière dont le gouvernement Ilunkamba l'a conduit démontre à suffisance que c'est encore une priorité. Eau et électricité. Eau, électricité, priorité. Là, n'en parlons même pas.
Donc, nous sommes dans plusieurs priorités au même moment. Mais embrasser le tout au même moment, on embrasse mal étreint. Ça sera très difficile pour son gouvernement. Pour mon envol, nous estimons qu'il faut enclencher des réformes électorales, des réformes institutionnelles, mettre un accent particulier dans l'assainissement du finance publique de l'État afin de veiller à la qualité de nos dépenses publiques. Mettre un accent particulier sur la réduction du train de vie, un combat que l'Envol et son président, l'honorable Sesanga, on a commencé à mener depuis le début de cette législature. On a été par moments insulté par certains députés parce qu'à l'époque, l'honorable Sesanga demandait la réduction des émoluments des députés pour que les députés, étant qu'autorité budgétaire, puissent servir d'exemple à d'autres institutions. Malheureusement, comme d'habitude, nous étions mal compris, mais nous sommes restés cohérents et déterminés dans notre façon de voir l'avenir de la République. Aujourd'hui, nous constatons que toute la classe politique est unanime qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Et aussi, regarder la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nos frères à l'Est, et même il n'y a pas longtemps, nous avons encore appris l'incursion de Bakataka Tanga à Lubumbashi. Une énième incursion. Une fois de plus, ce qui démontre qu'il faut encore marteler sur le secteur sécuritaire. Heureusement pour nous, l'Envol, le Premier ministre converge avec nous. Lorsque nous suivons son discours, il dit que ses priorités seront les réformes et la situation sécuritaire, mais nous tenons aussi à marteler qu'il faut chercher à améliorer le vécu quotidien des Congolais, donc sa situation sociale. Il faut remettre le pays dans le rail en faisant des réformes. Et lorsque nous parlons réforme en vol, nous ne disons pas seulement réforme en faisant des proclamations, comme d'aucuns parleraient d'une certaine vérité, qui créerait réforme sans pour autant dire exactement ce qu'ils attendent par réforme. L'Envol a déposé une proposition de loi portant révision de la Constitution. Et c'est depuis le septembre 2019. Nous y tenons parce que nous savons que l'avenir de la République passe par là. Il faut réformer. Nous avons déposé cette proposition de loi qui est une proposition de nos deux députés, honorables Simon Moulamba et Jean-Marc Mambidi Koloboro, remodelée par l'arrivée de 13 personnalités à travers ce grand consensus qu'ils ont trouvé à travers la République pour la question de réforme, mais aussi il y a la loi Lutundula que nous accompagnons sur la CENI qui doit être aussi revisitée, et bien qu'il a été remodelé par le G13, ce débat-là doit avoir lieu assez tôt parce que nous sommes nous ne sommes pas trop loin de l'année électorale. Il faudrait voir cela, mais le gouvernement doit s'atteler dans trois choses, comme je le dis: les réformes, les questions de l'assainissement des finances publiques pour améliorer le social de notre population, parce que tant que notre gouvernement, tant que l'État continuera à consommer 80% de notre budget, nous pouvons beau nous battre, la situation de notre population ne changera pas. Il faut aujourd'hui améliorer la qualité de nos dépenses, réduire le train de vie de l'État pour permettre à l'État de prendre assez de moyens, d'investir dans notre secteur créateur des richesses pour l'aider à soutenir des politiques ambitieuses comme la gratuité de l'enseignement. Et Iluka m'avait même parlé de la santé universelle. C'est possible, mais ce sont des luxes qu'un gouvernement qui veut... c'est un luxe pour le Congo. C'est un luxe pour tout gouvernement. Tout gouvernement qui veut donner de la gratuité à sa population sur certaines questions, il doit chercher le moyen de sa politique. Et les moyens de sa politique ne peuvent provenir que dans des investissements, en mettant de l'argent de l'État, non pas dans les dépenses du personnel. Mais déjà, il hérite d'un médiocre, d'un budget maigre, près de 5 milliards de dollars américains. 6,5 milliards. Et connaissant aussi notre faible capacité de mobilisation, certainement il faut déjà les voir entre 4 milliards ou 3 milliards. Le problème n'est pas au niveau de chiffres. Le problème, c'est au niveau de la qualité de nos dépenses. Comment nous dépensons l'argent de l'État, comment nous affectons l'argent public. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nos crédits budgétaires sont plus consommés dans le besoin de fonctionnalité des institutions et au paiement du personnel de l'État. N'est-ce pas? Et cet argent ne sert pas réellement à la population, sauf au personnel de l'État
et aux institutions de la République. On nous parle de 12 millions pour une session extraordinaire, 4 millions, alors que la SNEL, qui aujourd'hui, la Régie des eaux, qui aujourd'hui connaît des problèmes, ne demande que j'aurais attendu 5 millions de dollars pour décompter sa situation. C'est la dette que l'État doit pour lui permettre de fonctionner. Donc, si nous arrivons à rationaliser nos dépenses publiques, il est possible de prendre cet argent et de l'investir ailleurs pour que la population sente l'impact de l'État. Dans le cas contraire, nous allons naviguer à vue. Vos observations par rapport au choix de Félix Tshisekedi, porté sur un jeune de 43 ans, et à en croire les réseaux sociaux, on nous parle déjà d'un gouvernement des warriors. Quel doit être le profil de ces gouvernements tant entendus? Merci beaucoup, John, pour la question. Je dirais tout simplement que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Voyez-vous? Oui. Donc, toutes nos félicitations à M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui a été élevé au rang de Premier ministre et chef du gouvernement par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jeune de 43 ans, oui. John, j'ai eu à interroger l'histoire de ce pays. 43 ans, c'est bien. Mais je puis constater, dans la lecture que j'ai faite, au fait, Samalukonde, 43 ans Premier ministre, mais il est quand même plus âgé que 6 Premiers ministres de ce pays a connu. Ah bon? Ah bien, je vous dis. En 1960, Patrice Emery Lumumba avait 35 ans. Plus jeune que ça. Justement. Le lieutenant-colonel Moulamba avait 37 ans. Voyez-vous, en 1980, Ngous Karlibonde avait 42 ans. Boboli Kolokonga avait 40 ans. Et j'en passe. Donc c'est du déjà vu, ça. C'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Ouais. Donc je ne suis pas fan de ceux qui pensent que 43 ans, c'est vivre la jeunesse. C'est le véritable critère de compétitivité, non. C'est plutôt la compétence, l'abnégation, le savoir-faire, l'esprit managérial qui doit caractériser le Premier ministre à fédérer tout autour de lui les différentes énergies, n'est-ce pas, qui vont devoir le permettre d'asseoir la politique du gouvernement qu'il va devoir définir en concertation avec le président de la République pour permettre à ce dernier, n'est-ce pas, de mettre en musique toute sa politique, toute sa vision et réaliser le cas échéant les différentes promesses faites au peuple congolais pendant qu'il était candidat président de la République numéro 20. Ne versons pas de la distraction. Le Premier ministre, certes, il a été désigné par le président de la République en connaissant des causes. Voyez-vous? Donc ici, on ne peut pas se mettre à discuter sur le profil du Premier ministre parce que le choix a été déjà fait, mais plutôt c'est de voir quels sont ces membres du gouvernement qui vont devoir... C'est ça ma préoccupation. Justement, accompagner le Premier ministre et chef du gouvernement à asseoir la politique de la nation conformément à la vision du président de la République. Chers amis, l'expérience a montré que la nomination de Ilunga Ilunkamba avait fait l'objet d'un consensus lorsque la coalition était encore en parfaite harmonie. Et que apparemment en parfaite harmonie. Je dis bien apparemment, ouais. Parce que Ilunga était le candidat du consensus. C'était l'oiseau rare, n'est-ce pas, qui a fait au fait le pont qui était le dénominateur commun entre le responsable de deux familles politiques qui hier étaient en coalition. Et Ilunga Ilunkamba, en devenant Premier ministre, il a fait des consultations. Dans le chef desquels il a défini un critérium. Il avait défini un critérium. Ça m'a commencé ces consultations aujourd'hui. Des bonnes guerres. Ilunga avait défini un ensemble de critères auxquels les membres du gouvernement devraient répondre pour être ou prétendre être nommés ministres au sein du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Il y avait le critère de moralité. Il y avait le critère de compétence. Il y avait le critère de redevabilité. D'intégrité. D'intégrité morale. Voyez-vous.
et qu'il avait même promis qu'il y aurait une sorte d'évaluation et qu'à l'issue de cette évaluation, les membres du gouvernement... Mais cette évaluation n'a jamais été. Un instant, John. Cette évaluation ne peut pas se faire au cours d'une réunion du Conseil des ministres. Cette évaluation peut être faite par le peuple, n'est-ce pas, qui vit au quotidien les effets, n'est-ce pas, du comportement de ces membres du gouvernement. Chacun ce qui les concerne. Qu'est-ce que nous avons constaté? Il n'y a aucun ministre qui n'a jamais été jugé incompétent, jusqu'à la destitution par l'Assemblée nationale de ce gouvernement. Et aujourd'hui, quand vous voyez tous ces ministres-là, chacun s'attarde à dire que le bilan, de manière sectorielle, est largement positif. Alors que, mis ensemble, le bilan est largement négatif. D'après ceux qui estiment que le gouvernement Ilukamba est un gouvernement qui n'a pas été compétitif. Donc, au fait, de manière sectorielle, vous êtes fort, mais quand on vous met ensemble, vous êtes faible. C'est ce qui a poussé au président de la République d'initier les consultations parce qu'il prétendait être bloqué, n'est-ce pas, par certains membres du gouvernement qui n'arrivaient pas non seulement à le respecter, mais à traduire en termes concrets plutôt, les aspirations du peuple congolais à travers sa vision, à travers des promesses qu'il a faites à la nation congolaise. Donc, en fait, c'est vrai que l'union fait la force, mais la somme des faiblesses ne constitue pas une force. Revenons à Sama Lukonde, voilà, le tout nouveau Premier ministre. Moi, je pense qu'il a la lourde responsabilité de rencontrer, n'est-ce pas, ou de trouver des solutions par rapport aux problèmes que rencontre de manière quotidienne le peuple congolais. Rodi vient d'évoquer le problème de la régie des eaux, qui devient un problème épineux, cher John. Oui, je suis arrivé à l'émission ici légèrement en retard. Il fallait chercher de l'eau pour me mettre quand même à l'état. Voyez-vous. Donc, nous sommes dans des quartiers où l'eau coulait de manière régulière. Aujourd'hui, c'est un calvaire. Nous commençons à acheter de l'eau même à Lemba dans des forages qui ont été installés. Donc, au fait, nous souhaitons que le gouvernement Sama Lukonde ne soit pas la copie conforme à l'original par rapport à ce que vous avez décrit hier. Pas de copie conforme. Pas de copie conforme à l'original. Pas de copier-coller. Voyez-vous. Oui. Deuxième élément. Quand vous parlez du profil, tout Congolais, de manière générale, et tout Quinois, connaît les problèmes quotidiens que nous rencontrons dans la vie. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Il n'y a pas à faire un séminaire, n'est-ce pas, en Bola Lodge, pour identifier les problèmes auxquels nous allons attaquer demain. En tant que membre du gouvernement, bien entendu. Voyez-vous. Donc, le Premier ministre doit avoir un esprit managérial, il doit avoir un esprit global qui le permet de comprendre et avoir la maîtrise globale de la situation générale du pays. De manière à ce que il va lui-même se dire, au regard de ce que je connais, comme problème du Congo, n'est-ce pas, j'ai besoin d'un monsieur X à la place qu'il lui faut. Il faut éviter la complaisance. Voyez-vous. Mais la taille du gouvernement. Non, un instant, John. Oui. C'est ça le mal. La taille du gouvernement, par moment, est fondamentalement liée à cette sorte de pouvoir qu'on obtient peut-être par des consensus. Il faut satisfaire tout le monde. Certains ministres. Justement. Oui. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, dans la coalition passée, nous avions un gouvernement de coalition. Il fallait satisfaire, toutes les parties. Voyez-vous. Maintenant, moi je me dis, il y a des frontières qu'on ne franchit pas pour servir son pays. Justement. Oui. Il y a des ministères qui étaient éclatés pour servir pour les besoins de la cause. Qu'on peut fusionner aujourd'hui. Ministère de l'Agriculture, Élevage et Pêche. Sport et Jeunesse. Sport, Jeunesse et Culture, par exemple. Ministère de l'Environnement, Tourisme, Conservation de la Nature. Ce sont des ministères qu'on peut fusionner pour avoir un gouvernement de taille réduite, n'est-ce pas? Parce que quand vous avez un gouvernement éléphantesque, n'est-ce pas? Ça sera encore beaucoup plus budgétivore à ce moment-là. Réduire le train de vie des animateurs, c'est une solution. Ça aussi. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État payent l'IPER, l'impôt sur l'IPER, ouais, impôt sur les revenus qu'on retient à la source. Pourquoi ne pas le faire aussi aux autorités? Pourquoi ne pas le tendre dans toutes les couches de la population? Tout le monde ça serait une injustice. Alors, je vais terminer par dire que oui. Le président de la République qui a placé sa confiance au Premier ministre,
n'est-ce pas? Le Premier ministre doit faire en sorte que la confiance qu'il a reçue du président de la République se traduise en actes. Quand on nomme un Premier ministre, quand on te donne le pouvoir, on doit te donner les instruments nécessaires pour exercer ce pouvoir-là. Si nous voulons réussir, c'est mon conseil, si le Premier ministre veut réussir, il ne doit pas seulement regarder, n'est-ce pas, au sein de l'union sacrée, n'est-ce pas, on doit servir tout le monde. Il y a ce que moi j'appelle la réserve de la République. Voyez-vous, ils ne sont pas forcément dans l'union sacrée, okay. Mais les hommes et femmes revêtus de beaucoup de compétences qui peuvent apporter un plus il a dans ouvert les des difficiles. consultations. Exactement. C'est pas seulement au sein de l'UCEL, oui. Même les forces vives de la République sont invitées. Mais justement, le président de la République peut voir, voilà, pour tel domaine, je prends John Chitende, qui n'est pas forcément de l'union sacrée. Pourquoi ne pas prendre Rodrigue Ramazani? Pourquoi ne pas prendre Jean-Claude Kikli? Merci beaucoup. Alors, Rodrigue Ramazani, c'est les derniers tours de table. Hein. Je ne vais pas vous charger avec une question, vous réagissez tout simplement et puis vous concluez. Oui, parce que nous parlons du Premier ministre, de la jeunesse et ainsi de suite. C'est un débat qui s'est fait parler depuis un moment. Vous savez, dans la conduite de la chose publique, il n'est pas ici question d'âge, il n'est pas question de vieux ou de jeune. Il est question de responsabilité et de résultats attendus. Il n'y a que deux choses. L'on est responsable, l'on a les épaules pour conduire la politique publique, mais après, c'est aussi une question de résultats attendus. Et le résultat attendu, c'est là où on évoque la compétence. On n'est pas compétent parce qu'on a des diplômes. Parce qu'on est jeune. On n'est pas compétent parce qu'on est jeune ou vieux. On est compétent parce qu'on arrive à répondre réellement aux défis tels que l'on sait. Dans certaines entreprises, on parle de target. Pour ceux qui ont travaillé avec les anglophones, target, objectif à atteindre. Ceux qui atteignent l'objectif sont ceux-là que nous qualifions de compétents. La compétence, ce n'est pas le fait d'avoir détenu des doctorats parce qu'on sait bien manipuler la langue de Voltaire par moments de gens... D'avoir un CV impressionnant. Le fait d'avoir un CV impressionnant, non. C'est le résultat qu'on attend. Et vous êtes capable de nous donner ces résultats, c'est à ce moment-là qu'on parle de la compétence. Donc c'est question de responsabilité et de la finalité de l'action telle qu'attendue. Donc ces débats de jeunes et vieux, il y a plusieurs jeunes. Vous savez, quand ce débat a commencé à l'époque du gouvernement Inunkamba qu'il faut laisser la place aux jeunes, j'étais parmi les jeunes qui disaient, pour résoudre le problème de la jeunesse, on n'a pas forcément besoin d'un ministre jeune. Le problème de jeunes et multisectoriel. Les jeunes entrepreneurs ont leurs problèmes. Le fait de faire des présidents des ligues de jeunes des partis politiques, des ministres, ne résout pas forcément... Mais ce pays a été dirigé par toujours été dirigé. D'abord, c'est un faux débat. Un très jeune, d'ailleurs. D'abord, c'est un faux débat parce que ce pays a souvent à sa tête des jeunes. Mobutu était jeune quand il est arrivé au pouvoir. Donc, c'est un faux débat. Moi, je pense... Les problèmes, ce n'est pas de la jeunesse. Faire de président des ligues de jeunes, membres de ligues de jeunes des partis politiques, des ministres, n'a pas résolu le problème des jeunes aujourd'hui. N'a pas résolu le problème des jeunes. Les jeunes... Il y a certains jeunes qui se sont même méconduits. Très méconduits. Très méconduits. Dans ces vous savez, il y a un vice-ministre, peut-être que vous ne voulez pas citer, moi je ne citerai pas le nom. Les gens qui nous suivent, suivez mon regard. Il y a un vice-ministre qui s'est méconduit. Il a déshonoré toute une jeunesse. Il est incapable de payer une créance de 1 750 $ dans un restaurant. C'est inacceptable. Mais il s'agit d'un jeune, on ne parle pas d'un vieux. C'est pourquoi je disais c'est une question de responsabilité et de finalité en termes d'action politique. Ça, c'est une parenthèse. Donc, le problème des jeunes est multiple. Il y a les jeunes entrepreneurs qui, pour eux, n'attendent que les subventions de l'État pour permettre, en fait, leur start-up, leur PME puissent fonctionner comme il se doit. Nous avons les étudiants. Les étudiants, pour eux, ce qui les intéresse, c'est un bon programme d'enseignement qui ne connaîtra pas de grève, mais ensuite de bourse. Ils ont besoin de bourses pour que ces étudiants puissent émerger. Des jeunes assistants à l'université qui ne cherchent que le financement de leur recherche parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer des billets d'avion. Donc le problème de jeunes est multiple. Multisectoriel. Et multidimensionnel. Alors se réduire à le fait qu'il y a un jeune qui arrive au pouvoir, ça ne change rien. Le plus important, c'est de mettre en place des politiques publiques qui encouragent l'entrepreneuriat de la jeunesse, qui encouragent la recherche de la jeunesse, qui encouragent les activités des jeunes. Nous avons des jeunes artistes dans ce pays
qui manquent de moyens pour se retrouver dans des studios ou tourner des films. Dans d'autres pays, il y a des banques de financement de projets, de jeunes. Ça existe. Mais chez nous, aucune politique publique dans ce sens-là. Et nos ministres des jeunes, ils passent leur temps à se battre pour récupérer IMCA, je sais quoi d'autre. Or, il y a de vrais problèmes de la jeunesse qu'il faut résoudre. Donc, ces débats de jeunes, moi, je préfère le mettre entre parenthèses. Moi, étant que jeune, ce que j'attends, c'est une politique public qui favorise la jeunesse. Maintenant, conclusion. Pour conclure, nous l'envol, nous donnons la chance à Ilonga Sama. Il faudra s'habituer à lui. Nous allons nous habituer. Le vieux est déjà parti. Oui, Sama Lukonde. Mais moi, personnellement, c'est ce que nous, Bandalungwa, ma district et la district de Funa, nous attendons de Sama Lukonde, l'actuel Premier ministre, c'est la reprise de travaux du stade municipal de Bandalungwa. Pourquoi je le dis? Parce qu'à l'époque, en 2015, c'est lui qui fut ministre des Sports qui était venu poser la première pierre de construction de ce stade. Il revient. Et il connaît les projets ProStade qui contenaient 4 stades municipaux. Ngaliema, Adelvo, Matete, Barumbu et Bandalungwa. Monsieur le Premier ministre, peut-être que vous n'en êtes pas informé, certainement que vos services vont me suivre, ils sont en train de me suivre à cet instant, le stade municipal de Bandalungwa, où vous avez posé la première pierre, est en train de connaître un arrêt de travaux, c'est depuis 2016, aujourd'hui 4 ans. La population de Bandalungwa, ma population de Funa, vous demande qu'une seule chose, c'est la reprise de construction de ce bijou que vous avez décidé de nous offrir et que nous avons salué. Donc, nous, la population de Bandalungwa, nous l'attendons aussi sur ce point-là. S'il arrive à nous satisfaire, je crois que ça sera le début de la bénédiction que ma population... Donc, attendons le voir à l'œuvre. Nous attendons le voir à l'œuvre. Le juger maintenant, ça sera très tôt. Et nous l'envol, nous l'encourageons, nous les soutenons. Et dans le cadre de ces consultations, si jamais mon parti recevait une invitation pour n'allez pas hésiter, nous n'hésiterons pas, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons fait notre déclaration d'appartenance dans la nouvelle majorité, telle que configurée, et encore que nous soutenons l'Union sacrée, qui du reste est une préconfiguration du G13. Jacques Kiteli, votre conclusion. Oui, merci beaucoup, John. Rodrigue a pratiquement vidé la substance de ce que je voudrais dire en conclusion. Mais par rapport au Premier ministre et chef du gouvernement, John, oui, le débat relatif aux jeunes à la tête des institutions, c'est un faux débat comme nous venons de le démontrer tout à l'heure. John, quand vous regardez dans les années 60, lorsque le Congo accède dans la douleur à l'indépendance, nous avons obtenu l'indépendance politique, mais sur le plan économique, tous les rouages étaient encore tenus par le Belge, entre autres l'Union minière de Haut-Katanga. Les opérateurs politiques congolais, ayant participé aux travaux de la table ronde, sont rentrés au pays pour se disputer et se partager les postes ministériels. Comme si le fait d'occuper un poste conférait à la personne qui l'occupe des compétences nécessaires pour exercer ces fonctions-là. La conséquence, nous la connaissons tous. Voyez-vous, c'est le seul conseil que je peux donner à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes l'oiseau rare qui a été trouvé par le Président de la République. Il n'y a pas de raison d'échouer sous votre mandat. Il n'a pas non plus de prétexte, hein, parce que... Je n'en disconviens pas, John. Les diables FCC justement neutralisés. Je suis parmi les Congolais les plus heureux aujourd'hui. Le Président de la République a sous sa joue tous les leviers du pouvoir. Oui. Donc il n'y aura pas d'excuses. Et le Premier ministre, c'est le chef d'orchestre pour mettre en application la vision du Président de la République. Monsieur le Premier ministre, faites en sorte que vous puissiez réussir. C'est la seule condition que vous avez et vous aurez le soutien de tous les Congolais. Dans l'exercice de votre fonction en tant que Premier ministre, ne versez pas dans ce que les autres ont fait. Hier, aussitôt nommé, il y a l'association des jeunes pour le soutien du Premier ministre qui est créée à Bandalungwa. L'association des ressortissants 2, soutenons l'action salvatrice du Premier ministre. Les amis de Sama. Les amis de Sama Lukonde que je vis dans le groupe WhatsApp de Kin 24 ici. Donc le Premier ministre, vous avez la lourde responsabilité que les gens ne vous distraient pas. Faites en sorte que les problèmes des Congolais puissent être résolus. Les difficultés auxquelles les Congolais font face aujourd'hui, les solutions puissent être trouvées. Ce n'est qu'à ce seule condition, à ce seul prix, que vous allez réussir à écrire votre nom dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo.
Je profite de votre micro pour saluer l'honorable Pierre Kangoudamba, l'élu du Mouamba, président national du FCD et du PECAM Développement, dont j'ai le plaisir de diriger. A-t-il déjà adhéré à l'UCN? Il faut poser la question à l'honorable Pierre Parce que Kangoudamba. c'est l'âge de Noé, ça ne refuse personne. Non, écoutez, cher John, par rapport à cette question des traversées, le président de la République de l'État, qui est l'initiateur de l'Union sacrée, lorsqu'il a annoncé la création, n'a jamais obligé à tous les Congolais d'adhérer à l'Union sacrée. Et lorsque je parle... L'adhésion est libre. Lorsque je parle de la réserve de la République, le président de la République de l'État a la responsabilité de regarder à gauche, à droite et de mettre autour de lui tous ceux qui peuvent l'accompagner dans cette vision sans forcément adhérer de manière officielle à l'Union sacrée de la nation. Rodi Ramazani, c'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir pour la toute première fois dans Pièce contre Pièce. Le plaisir est partagé. Je suis toujours heureux de rencontrer mon peuple à travers vous, de parler à cette population qui a besoin de notre lumière et de demander à nos militants de l'envol à travers vous de rester sereins. La lutte continue. Merci. Charles-Claude Kitebi, c'était un honneur. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. C'est pour la première fois que je participe à cette émission Pièce contre Pièce. Je crois que ceux qui vont nous suivre ne manqueront pas de nous faire des remarques. Donc voilà, nous sommes toujours disponibles quand vous nous appelez pour apporter notre contribution modeste soit-elle à l'émergence d'un Congo nouveau. Merci surtout à vous, un échange serein avec beaucoup de sérénité, mais le message est passé. Retrouvez cette émission en rediffusion déjà, c'est mardi à partir de 11h, sinon un nouveau rendez-vous est pris avec Pièce contre Pièce le lundi prochain à la même heure. Au revoir.